21 h dans une petite commune ouvrière de Belgique. Là, on arrive à Lessines, donc rue de l'Abattoir, numéro 15. Je demande à la voiture, peut-être. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que vous connaissez la rue de l'Abattoir? Écoutez, je cherche déjà ma rue moi-même, donc D'accord. je suis désolé. Vous cherchez votre maison? Non. Moi, je cherche ma maison. Ah, ça c'est encore mieux, ça c'est pas mal. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Manuel a le sourire, mais il ne plaisante pas. Il recherche bel et bien sa maison. Une maison qu'il ne connaît pas. Il vient d'apprendre qu'il en est le propriétaire à son insu. C'est un chouette quartier en tout cas. Voilà. Mais je suis censé avoir acheté cette maison 320 000 €. Et alors vous avez les clés là? Ah ben non. Eh ben non parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Je suis pas le propriétaire de cette maison. Mais d'après cet acte, je le suis. Puisqu'on a utilisé mon identité pour acquérir cette maison. Manuel est victime d'usurpation d'identité. Un homme s'est fait passer pour lui en contractant un prêt pour acheter cette petite maison de 50 mètres carrés. Problème, aujourd'hui c'est à lui que l'on réclame chaque mois le remboursement du crédit. Bah, j'essaye de rentrer chez moi et de constater un peu l'état de la maison. Impossible de rentrer chez lui, une situation ubuesque. Mais Manuel n'est pas au bout de ses surprises. Un voisin vient à sa rencontre. Et donc là, elle est vide depuis des mois. Au moins un an. Au moins un an. Que la personne a dû partir parce qu'elle était insalubre. La maison serait totalement abandonnée. Vous avez une idée de la valeur de celle-là? Plus ou moins 40 000 €. Moi, je viens de l'acheter 320 000 €. 320 000 €. Ouais. C'est le... Voilà. Bon, donc c'est une ruine, insalubre. Pour moi, c'est... D'accord. Manuel serait donc propriétaire malgré lui d'une maison achetée 10 fois sa valeur. Mais comment en est-il arrivé là? L'histoire de Manuel ressemble à celle de beaucoup d'autres. Chaque année en France, 210 000 personnes sont victimes d'usurpation d'identité. Un chiffre énorme qui dépasse celui des cambriolages perpétrés sur notre territoire. Aujourd'hui, le phénomène peut toucher absolument tout le monde. Et lorsque l'on découvre qu'un autre se fait passer pour nous, il est déjà trop tard. Et pour certains, le quotidien devient un enfer. 3,07. Ah, j'avais prévu 4 € de yaourt. 2,85. Samy est salarié dans une usine. Il gagne 1 500 € net par mois. Et comme chaque vendredi, il fait ses courses au supermarché. Un acte banal qui se transforme en un véritable exercice de calcul mental. 3,07 € et j'avais prévu 3 €. Donc, on va faire comme si c'était bon. Donc les biscuits, c'est ok. Samy est lui aussi victime d'usurpation d'identité. Il est interdit bancaire et doit tout payer en liquide. Aujourd'hui, il ne lui reste que 20 € en poche. Je vais en avoir pour 18,87 €. Et comme souvent, le calcul n'est pas tout à fait exact. 9,92 € s'il vous plaît. 19,92 €. Et voilà. Donc la marge n'était pas large. Merci beaucoup. Merci à vous. Depuis 3 ans, le quotidien de Samy est devenu un calvaire. Sans carte bleue ni chéquier, il est désormais contraint de se rendre au guichet de sa banque chaque fois qu'il désire profiter de son argent. La banque n'a pas souhaité que nous filmions la scène. Nous le suivons en caméra cachée. Je vais retirer 250 €. Voilà, pour être sûr. Pour être sûr, car entre les horaires de la banque et ceux de son travail, Samy ne peut retirer de l'argent que le samedi matin. S'il oublie de se réveiller, il devra tenir une semaine sans un sou. Je peux pas faire comme monsieur tout le monde, à retirer quand on veut, où on veut. Je peux retirer que dans mon village et au bout d'un moment on se dit, ça craint, ça craint. À partir de maintenant, Samy a 250 € pour tenir jusqu'à samedi prochain. Et c'est comme cela, toutes les semaines. Il y a 3 ans, un homme s'est fait passer pour lui. Et tout a commencé par le simple vol de sa carte d'identité.
Une pièce maîtresse avec laquelle l'usurpateur s'est offert une nouvelle vie. Il y a un monsieur qui s'est fait passer pour moi et a ouvert un compte à mon nom. Au nom de Samy El-Jawhari. Pour ouvrir ce compte en banque, l'usurpateur a tout simplement présenté la pièce d'identité volée de Samy et un faux justificatif de domicile. Ensuite, l'homme ne s'est pas privé. Ouverture de crédit à la consommation, voiture louée jamais rendue. En 6 mois, il aurait dépensé plus de 55 000 € sans jamais rien payer. Lorsque la banque s'en aperçoit, elle contacte Samy. J'ai reçu ce courrier de ma banque qui dit « La Banque de France nous informe d'un incident de paiement vous concernant. En conséquence et conformément à la loi, il vous est désormais interdit d'émettre des chèques sur tous vos comptes bancaires. » Pour la Banque de France, il n'y a qu'un seul Samy. C'est lui qui doit payer. Alors, il porte plainte à la gendarmerie pour escroquerie. J'ai pu prouver que je n'étais pas l'auteur des escroqueries parce qu'au moment de toutes ces escroqueries, j'étais soit au travail, soit chez mes parents, soit en vacances et je peux le justifier sans aucun problème. Les gendarmes ne mettront que quelques semaines pour arrêter l'usurpateur. Depuis, il dort en prison. C'était il y a 2 ans. Et Samy attend toujours la tenue du procès, car la Banque de France ne lèvera l'interdit bancaire qu'après le jugement. D'ici là, Samy est bloqué. À quand ce procès? À quand ma liberté? À quand pouvoir vivre normalement? Je sais quand ça a commencé, il y a 3 ans. Je ne sais pas quand ça va se terminer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Juste avant cette usurpation, Samy venait d'acheter sa maison. Une maison qui nécessitait de nombreux travaux d'aménagement. Donc là, vous pouvez voir, c'est tout posé sur des chaises. J'ai tout empilé. Mes murs sont encore... c'est la tapisserie qu'il y avait quand j'ai acheté, qui est toujours là. J'ai pas de cuisine équipée, donc c'est un évier que j'ai récupéré, pour être honnête avec vous. J'ai acheté un meuble, j'ai installé tout ça. Pour moi, c'est pas une cuisine, c'est du rafistolage. J'ai de la récupération à gauche, à droite. La seule solution, c'est de contracter un crédit. Un crédit que Samy ne peut pas contracter à cause de son interdit bancaire. Depuis 3 ans, sa vie ne laisse aucune place ni aux projets, ni aux imprévus. Pendant notre tournage, Samy est allé récupérer sa voiture chez son garagiste. Un geste ordinaire, mais au moment de payer, il s'isole et appelle son frère. Allô, Adil? Oui, c'est Samy, ça va? Ça va, t'es au boulot là? Tu peux pas venir me dépanner s'il te plaît là, parce que tu sais, je suis venu régler le garagiste, j'en ai pour 150 €, moi j'ai pourvu que 100 €, là je suis bloqué, la banque elle est fermée. Non, tu peux pas? Ah putain. Bon bah tant pis, hein. Je vais me débrouiller autrement. Son frère est au travail, il appelle sa maman. Tu peux venir ou tu veux que je vienne te chercher un chèque, ou tu peux me dépanner? T'arrives? Bon, bah, je t'attends alors. Je t'attends. Quelques minutes plus tard, sa maman arrive enfin. Ah, bah, impeccable. Bah, viens, on va y aller. On est le 14. Alors on est 14, 12. Ça vous arrive souvent d'aider votre fils comme ça ou? Oui, surtout celui-là qui a le problème. Je suis obligée quoi. Pas obligée, on est là pour. En revanche, pour un fils, c'est beaucoup plus dur à assumer. À 30 ans, encore avoir besoin de ses parents pour ce genre de choses, bah, c'est humiliant. Bah, je me sens mal à l'aise, donc quoi qu'il arrive, j'aime pas être redevable, donc quoi qu'il arrive, je rembourserai ma mère pour ce geste. Bah, quand tu as besoin, de toute façon, on Ouais, est je sais bien, mais bon, à 30 ans, on n'est pas... Merci monsieur le vieux. Merci. L'histoire de Samy, finalement toute la famille la partage. Si personne n'a jamais douté de son honnêteté, sa maman tient tout de même à nous présenter un document que l'usurpateur ne pourra jamais montrer. C'est le livret de famille, comme on est. L'origine d'identité, quoi, et puis c'est le bon, quoi, c'est la bonne identité, quoi. L'autre, elle n'est pas capable de fournir ce document, et puis voilà.
Mais comment peut-on usurper une identité à partir d'une carte volée? Nous avons rencontré deux hommes qui pendant plusieurs années se sont fait délivrer officiellement de vraies cartes d'identité au nom d'autres personnes. À les entendre, ce serait un jeu d'enfant. On peut très bien usurper effectivement une identité. Pour ça, le point de départ, c'est l'extrait d'acte de naissance. Et ensuite, il faut une domiciliation. Deux documents qui seraient très simples à reproduire. En quelques clics, ils trouvent un modèle d'acte de naissance sur Internet. Donc là, on a un extrait d'acte de naissance qui va nous permettre en fait de récupérer les informations nécessaires pour pouvoir en recréer un de toutes pièces. L'objectif, remplacer les informations présentes sur le modèle par celles de l'usurpé. Et pour que l'acte paraisse plus vrai que nature, ils utilisent une vieille machine à écrire. Un simple logiciel de retouche leur permet enfin de recréer un nouveau tampon de mairie. En quelques minutes, le tour est joué. Les parents sont vrais, l'enfant est vrai, seul l'officier d'état civil et éventuellement la provenance est fausse. Mais en l'occurrence, c'est un vrai authentiquement faux. Il ne reste plus qu'à créer maintenant un faux justificatif de domicile, déposer le tout en mairie et attendre quelques semaines sa nouvelle carte d'identité. C'est la porte ouverte un petit peu à tout, permis de conduire, passeport, éventuellement avoir une vie administrative, un emploi. Quasiment tout est imaginable à partir du moment où on a la pièce d'identité, enfin la carte d'identité. Et si la carte d'identité est sécurisée, il faut savoir que les documents pour obtenir la carte d'identité ne le sont pas du tout. Pour faux et usage de faux, la loi française prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En 10 ans, l'usurpation d'identité a augmenté de 40% en France. Car aujourd'hui, même sans se faire voler ses papiers, on peut se faire usurper. Chaque mois, une famille avec 2 enfants reçoit en moyenne 20 factures, autant de documents qui contiennent de nombreuses informations sur nous-mêmes. La plupart du temps, on ne les détruit pas, elles finissent à la poubelle. Christophe Naudin est spécialiste en criminologie. Ce jour-là, malgré les apparences, il est en pleine séance de travail. Son outil d'étude, justement, les poubelles. Dans les poubelles qui sont déposées dans la rue, on trouve beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de documents qui peuvent servir à monter une identité. Et à l'insu évidemment des personnes qui les ont jetés, bien entendu. L'année dernière, Christophe Naudin a réalisé une étude très sérieuse. Selon lui, 8 poubelles sur 10 contiendraient suffisamment de documents pour usurper une identité. Et très vite, nous allons le constater. Bon, j'ai une autorisation de prélèvement sur laquelle j'ai la signature de la personne, l'adresse, le compte bancaire, l'agence, et ici j'ai le numéro du compte avec la clé RIB. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là j'ai tout. Avec ce seul document, Christophe obtiendrait assez d'informations pour débuter une enquête d'usurpation. Ou je l'utilise pour moi-même et à ce moment-là je peux me faire passer par la personne. Il me reste à écrire éventuellement au lieu de naissance pour avoir un extrait de naissance. Où je reconstitue l'ensemble de ces éléments et je vends mon travail à une organisation criminelle. Des informations qui sont en moyenne revendues 1 000 €. Et voici ce que l'on peut faire avec. Alors, ici nous avons une carte d'identité qui a été délivrée indûment. Toutes les informations qui sont sur la carte sont des bonnes informations d'une personne qui existe, mais la photographie ne correspond pas, c'est l'auteur des faits. Hein? Et donc, voilà, c'est une fausse. En revanche, elle a bien été délivrée par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Donc, il y a tous les signes de sécurité, elle est indétectable. On appelle ça un faux vrai document. Nous avons demandé au bureau de la fraude documentaire d'analyser cette carte d'identité. Et même pour la police, c'est un véritable casse-tête. Écoutez, a priori, il est tout à fait valable. À l'œil nu, rien à redire. Place maintenant à cette machine ultra perfectionnée, capable de repérer tout faux document. Cette carte d'identité, toutes les caractéristiques d'un document valablement délivré par l'administration française. En 1 an, ce service a constaté une augmentation de plus de 100% de fausses vraies cartes d'identité
Et ce n'est pas près de s'arrêter. La progression risque de se poursuivre sur les années à venir dans la mesure où notre système de délivrance des documents n'est pas suffisamment sécurisé. Pas étonnant donc que chaque année, Christophe Naudin reçoive une centaine de témoignages de victimes. Des victimes qui ont tout le sentiment de se heurter à un mur lorsqu'elles tentent de se défendre. Ce qui est complexe quand on est victime d'une usurpation d'identité, c'est de prouver qu'on est soi-même. Ça n'a pas été prévu par le système. On n'a pas imaginé qu'un jour on aurait à prouver qu'on est bien Christophe Naudin ou qu'on est bien X, Y, etc. Donc les personnes se trouvent face à un mur parce qu'elles essayent de déposer plainte contre quelqu'un qui utilise leur identité. Et pour la police, une identité, c'est une seule personne. En clair, pour le code pénal français, l'usurpation d'identité n'existe pas. Résultat, lorsque cela survient, la machine administrative s'enraye tout simplement. C'est le cas de Manuel. Il a fait la découverte de son double il y a près d'1 an. Jeune cadre français dans une société de cosmétiques, Manuel est installé en Belgique depuis 2 ans. Au début, tout se passait pour le mieux. Mais un jour, voici ce qu'il découvre en ouvrant son courrier. Je reçois un courrier d'un cabinet de notaire et je découvre qu'il s'agit d'une copie d'acte d'achat d'habitation. Je retrouve mon nom, mon lieu de naissance, ma date de naissance, mon adresse, le numéro de ma carte d'identité. Comme si, voilà, physiquement, je m'étais présenté dans ce cabinet de notaire. Et je retrouve également la façon dont il va falloir rembourser ce crédit hypothécaire. Donc là, on parle de 1 900 € à rembourser tous les mois pendant 25 ans. Soit 320 000 € de crédit. Pris de panique, Manuel décide d'agir. Quasi immédiatement, je prends contact avec les cabinets de notaires, les banques. J'essaye de leur expliquer que je ne suis pas le Manuel Aubert mentionné sur ces documents. J'ai des réactions à chaque fois d'étonnement. Les gens ne comprennent pas. Pourtant, si, il y a bien quelqu'un qui s'est présenté, qui s'appelle Manuel Aubert. On a eu sa carte d'identité. On a eu un dossier complet. Vous imaginez qu'on ne fait pas signer des documents aussi facilement. L'histoire de Manuel a débuté comme celle de Samy. Il y a quelques mois, lui aussi s'est fait voler ses papiers d'identité. Aujourd'hui, Manuel n'a pas d'autre choix que de prouver qu'il est bien lui-même et pas cet autre, qu'il n'a jamais acheté cette maison. Il décide donc de se rendre chez le notaire qui a organisé la vente. L'idée, c'est d'être confronté à la personne qui aurait vu le faux moi et de se rendre compte que c'est pas moi. C'est pas moi physiquement qui suis venu dans ce cabinet et qui ai signé quoi que ce soit. La confrontation est donc obligatoire. Nous décidons de le suivre en caméra cachée. En arrivant, Manuel décline son identité. Mais comme presque à chaque fois, il est obligé de prouver qu'il est bien le vrai Manuel Aubert. Est-ce que vous êtes le vrai, est-ce que vous êtes le faux? Moi, j'en sais rien, j'ai même pas vu votre carte. Est-ce que vous êtes monsieur Aubert d'abord? Ah oui. Voilà. je peux... mais moi, j'en sais rien. Oui. Si vous êtes le faux, si vous êtes le vrai, on n'en sait même pas plus. Une fois les vérifications établies, les langues se délient. Les employés sont devenus très méfiants. C'est monsieur Aubert, le vrai. Enchanté. Le vrai, bonjour. On a fait mettre un avis sur le réseau notarial pour que ça n'arrive plus. Bah oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est jamais vu. Non, vous ne vous souvenez pas Bon, je pense pas, mais bon, non. Non, mais voilà, a priori, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est la première fois que je vous vois, oui, ça ne dit pas le contraire. Si ce n'est pas lui qui s'est présenté, c'est donc un autre. Le cabinet de notaire confirme, mais rejette la faute. Il n'y a pas de vérification au moment où l'acte est signé. Ah non, on a la carte d'identité et la personne est devant vous. Oui, oui. Non. Maintenant, vous me donnez votre carte d'identité, vous êtes devant moi. Vous êtes devant moi? Non, mais je pourrais être fiché comme... Ah, vous n'êtes pas policier? Non, ok. L'usurpateur aurait donc obtenu une vraie carte d'identité à partir des papiers volés de Manuel. Nous nous sommes procuré une photocopie de ce document. La qualité est mauvaise, mais on note que toutes les informations présentes sont identiques à celles de Manuel, sauf 2 éléments, la photo d'identité et la signature. Voici celle du vrai Manuel, voici maintenant celle de son usurpateur, une signature que l'on retrouve sur l'acte d'achat.
Mais alors, qui pourrait témoigner en faveur de Manuel? Qui pourrait affirmer que ce n'était pas lui qui était présent lors de la vente? Nous avons retrouvé le courtier en banque qui a constitué le dossier de crédit. Il a donc forcément côtoyé l'un des deux Manuel Aubert. Nous organisons une confrontation, filmée, en caméra cachée. Selon vous, c'était pas lui qui était présent? Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. En un coup d'œil, il admet que ce n'est pas ce Manuel Aubert qui a obtenu le crédit. Encore aujourd'hui, le courtier a du mal à expliquer comment il a pu se faire avoir. La seule chose que je vous dis, c'est que la personne, ce qui est très rare, vient avec tout directement. Et deux, le dossier est plus que parfait, quoi. Depuis lors, je regarde mes dossiers 4 fois, je téléphone aux experts, je vérifie tout et je perds un temps fou à cause de ça. Mais alors, qu'est devenu l'argent prêté par la banque? Celle-ci n'a pas souhaité répondre à nos questions. La banque ne nous a pas laissé non plus accéder au dossier. Mais pour Manuel, c'est une première victoire dans sa quête d'identité. C'est la première fois qu'on reconnaît de vive voix que effectivement, je ne suis pas la personne. Là, c'est une première confirmation et j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que d'autres personnes l'entendront. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Manuel. Ce matin, il paraît anxieux, car coup de théâtre, il vient de recevoir une nouvelle copie d'acte d'achat. Le faux Aubert aurait de nouveau frappé. Il repart donc sur les traces de son double. Après une demi-heure de route, Manuel arrive enfin sur les lieux, dans une petite ville située à 40 km de Bruxelles. Je crois qu'on parle de ça. Voilà. Donc ce sont même pas des maisons, c'est des murs. Manuel aurait fait de nouvelles acquisitions. 198, 200 et 202, c'est ça. Cette fois-ci, Manuel ne serait pas le propriétaire ni d'une, ni de deux, mais de 3 maisons. Cela peut paraître incroyable, mais les documents qu'il a entre ses mains l'attestent. Donc d'après ces documents, cette maison ainsi que les 2 autres m'appartiendraient. Vous avez acheté ces maisons? Ben non, je les ai pas achetées, évidemment. Manuel commence à perdre son calme. Donc là, il y a une maison, mais... Et ce n'est qu'un début, car contrairement à la première maison, cette fois-ci, il ne restera pas bloqué dehors. Ces 3 maisons, d'une superficie totale de 180 mètres carrés, Manuel les aurait achetées 450 000 €. Des ruines payées selon nos estimations 10 fois leur valeur. Je réalise à quel point je suis victime d'une grosse escroquerie, une énorme escroquerie, et que ça n'a pas de sens. C'est flagrant. Le prix des maisons, l'état des maisons, les anomalies au dossier. Voilà, on m'a pris mon identité pour toucher de grosses sommes d'argent. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. C'est un cauchemar. Une usurpation d'identité qui prend enfin tout son sens. De mèche avec les ex-propriétaires, le faux Manuel aurait donc acheté des maisons bien au-dessus de leur valeur pour un montant total de 770 000 €. Tous ont actuellement disparu dans la nature. Aujourd'hui, c'est au vrai Manuel de rembourser 6 000 € par mois pendant plus de 20 ans. J'aurais préféré ne pas les voir en fait, les maisons. Voilà, j'étais curieux au début et maintenant je suis assez énervé, assez remonté. Remonté, Manuel réalise également l'étendue des dégâts de ces maisons. En ruine, facilement accessibles, elles deviennent dangereuses. Et qu'il le veuille ou non, aux yeux de la loi, Manuel reste bel et bien l'unique propriétaire. La première question, c'est s'il arrive quelque chose, à qui la responsabilité? Et voilà, je me dis qu'il faut faire quelque chose et en même temps, je sais pas quoi faire.
Je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il faut que je condamne la maison ou s'il faut que je laisse faire. J'ai l'impression de mettre le doigt dans l'engrenage, d'être ici. C'est pas à moi. C'est pas à moi qu'on me l'enlève. Qu'on décide assez vite que... Enfin voilà. À ce jour, Manuel est bien malgré lui à la tête d'un patrimoine immobilier de 4 maisons. Des biens qu'il est censé devoir rembourser chaque mois. Face à cette situation kafkaïenne, Manuel a décidé de se défendre en prenant un avocat. L'objectif, freiner la machine administrative. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Bon, on va essayer d'y mettre fin en tout cas, parce que ça commence à devenir un petit peu C'est gênant. très inquiétant, oui, c'est très inquiétant. Il faut prendre contact avec tout le monde pour dire stop, on arrête de rigoler ici. Monsieur Aubert n'est pas propriétaire, que tout le monde en soit bien conscient. Monsieur Aubert n'a jamais voulu devenir propriétaire de ces bâtiments et que tout le monde le sache. Quand je dis tout le monde, je parle des banquiers, je parle de l'État et je parle aussi des autorités publiques policières pour que définitivement il soit acquis que monsieur Aubert n'a jamais acquis ces bâtiments. Car si aujourd'hui Manuel se retrouve propriétaire d'une maison sans l'avoir voulu, cela pourrait aller encore plus loin. Il y a les aspects financiers, mais aussi les aspects personnels. Imaginons que cette personne décide de se marier. Ce faux Emmanuel Aubert qui se balade, il va à la commune, dit « moi je voudrais bien épouser madame une telle ou madame une telle », et il le fait. Mais monsieur Aubert, s'il se représente à la commune 15 jours plus tard pour lui vraiment se marier avec sa compagne, on va lui dire « mais monsieur, vous êtes marié ? Vous ne pouvez plus vous marier, on ne peut pas se marier 2 fois ». Vous imaginez la situation de nouveau complètement hallucinante d'une personne qui veut poser un acte dans l'ordre du symbolique au niveau du mariage, et on va lui dire « non, vous êtes déjà marié, monsieur ». Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Alors, pour éviter le pire, Maître Larbière a saisi un juge d'instruction avant d'attaquer toutes les parties. La procédure risque d'être très longue, mais cette affaire d'usurpation d'identité n'a pas touché que sa vie privée. En fin de journée, il rejoint 2 collègues de bureau. L'occasion pour eux de mieux comprendre ce qu'il endure. À aujourd'hui, toi, si tu veux acheter un truc, t'es grillé. Je peux pas. Je peux pas parce que je suis fiché à la banque nationale belge. De Belgique, ouais. Je peux pas. Avant cette affaire, Manuel encadrait une équipe de 10 personnes. Depuis, il a dû changer de service. J'ai essayé de mon côté essayer de démêler un peu tout ça, mais ça m'a pris beaucoup de temps. C'est des coups de fil, c'est des fax, c'est des courriers à écrire. Forcément, ça prend sur le temps de travail. Et du coup, je pense qu'il y a de ça. Il y a au quotidien essayer de balayer un peu les sujets sur lesquels je me serais attardé dans le passé pour me donner du temps pour ça. François travaille avec Manuel depuis plus de 2 ans. Au départ, il n'arrivait pas à y croire. Vraiment, quand il en a parlé la première fois, c'est clair que c'était plutôt... je pensais que c'était une blague, que c'était une simple formalité. Une petite mésaventure et que ça allait se résoudre facilement. J'ai été agacé, je pense, de la réaction de mes collègues, mais en même temps, je leur en veux pas du tout. C'est vrai que moi-même, j'ai du mal à expliquer clairement ce qui s'est passé et je ne connais sûrement que la moitié des détails de cette affaire. Si Manuel a régressé dans son travail, Samy, lui, est obligé de travailler 2 fois plus. Le samedi, quand d'autres se reposent, lui, enfile son 2e bleu de travail. Ce matin, il construit à la force de ses bras une clôture chez un particulier. Je fais des extras aujourd'hui parce qu'il a fallu faire face à des dépenses imprévues, comme l'avocat. Donc il a fallu que je travaille un petit moment avant d'accumuler la somme impartie pour pouvoir régler mon avocat. Et puis l'essentiel, c'est pour essayer de cumuler pour pouvoir continuer mes travaux. Samy attend toujours que son affaire soit jugée. Un jugement qui devrait être rendu au mois de mars, pour lui permettre enfin de retrouver définitivement son identité.